comment parler de formation sans évoquer l'impact environnemental, sans se confronter aussi à la mesure de l'impact. Comment ne pas oublier quelle place a la formation autour de la responsabilité sociale et environnementale. Et bien alors, pour parler de ça, on a deux acteurs qui vont venir à la fois illustrer, expliquer comment ça se passe, comment des entreprises se sont emparées de ces sujets-là. Et de manière tout à fait intéressante, on va avoir d'un côté Isabelle Duvernay, qui est la directrice communication et RSE de My Money Group. Et on a un acteur qui communique bien sur ces sujets, qui est Antoine Poincaré, qui est le VP Climate School de chez AXA Climate School. Et vous allez avoir du temps pour leur poser des questions, pour pouvoir vous aussi vous inviter dans le débat, parce que je pense que si on parle RSE, c'est un vrai débat qui nous concerne tous. Merci à tous les deux et on est parti pour une demi-heure. Bonjour à tous, donc Isabelle. Et donc moi, Antoine Poincaré. Alors on n'a aucun slide, donc on va faire ça un peu en impro, on espère que ça vous plaira, et évidemment si vous avez des questions, allez-y. Le premier truc, je pense, important à dire, moi je viens du monde de la formation, je travaillais chez Corp Academy pendant longtemps, qui sont juste là. Le problème de la formation à la RSE, c'est que ça préexiste. C'est-à-dire que depuis longtemps, on a été formé à des éco-gestes, on nous a dit venez au travail en vélo, on nous a dit ne mettez pas de bouteilles en plastique lors de salon parce que le plastique ça pollue. Et on a eu un peu le sentiment parfois dans les boîtes qu'on avait coché la case, qu'on avait dit c'est bon, bah, j'ai formé mes équipes à la RSE. Le message qu'on essaye de porter avec Isabelle, nous, c'est de dire en fait, la transfo RSE durable qui est en train de se jouer dans les boîtes, elle est de l'ordre de ce qu'a été la transfo digitale il y a 10 ans. Elle demande ce même genre d'effort. C'est une transfo qui va venir interroger vos business models, là où vous gagnez de l'argent, là où vous perdez de l'argent. C'est une transfo qui va interroger votre marque employeur, comment vous travaillez. La tâche est un peu titanesque. Il va falloir verdir les entreprises, il va falloir les faire rentrer dans les limites planétaires de force. Et du coup, il va falloir verdir les métiers au sein de ces boîtes. Et du coup, la question à laquelle on essaye de répondre, c'est ça. C'est verdir sa boîte, ça veut dire quoi? Former quel type de collaborateurs sur quel type de sujet? Et c'est ça qu'on va essayer de voir avec vous. Et alors, en plus, on a vachement de chance parce qu'on a quelqu'un qui l'a fait, qui est Isabelle, à qui je passe la parole. Donc effectivement, donc moi je travaille chez My Money Group, qui est une marque de B2B2C. Donc on fait des financements spécialisés, surtout une partie crédit. Et puis on est un tout petit peu plus connu du grand public à court terme puisqu'on est en phase d'intégration des équipes retail d'HSBC France. Et donc la discussion qu'on a avec Antoine remonte à il y a 1 an maintenant à peu près, où en fait la direction de la RSE a été créée chez My Money Group. Et évidemment, la première chose qu'on a faite, c'est d'interroger plein de parties prenantes, internes, externes. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un gros besoin de pédagogie en interne avant même de passer à l'action et de savoir quel type d'action on voulait faire. Donc c'est comme ça qu'on a commencé nos discussions avec les équipes de Climate School, et en se disant qu'on avait envie de lancer une formation pas rébarbative, un truc assez ludique, facile, qui soit à la fois sur tablette, ordi ou téléphone, et quelque chose qui soit pas synonyme de la fin du monde, quoi. Un truc un peu plus optimiste que ça. Et donc c'est ça qu'on a bien aimé dans les formats qui sont basés principalement sur des vidéos avec un peu d'interactivité et des quiz à la fin. Soit tu veux que je continue ou... Donc peut-être pour vous raconter comment on a lancé cette formation chez My Money Group. Donc je l'ai pas fait toute seule. J'ai fait notamment avec Sigrid qui est là, qui est responsable de la formation chez nous. En fait, on a regardé donc évidemment les types de contenus, un peu les besoins de nos collaborateurs. Et il y a 2 types de vidéos, principalement 3, je dirais, 3 types de vidéos sur Climate School. Il y avait des vidéos qui sont faites pour vraiment comprendre en fait les causes et les conséquences du réchauffement climatique, si je synthétise. Il y a une partie de vidéo qui est plus comment est-ce qu'on peut passer à l'action de manière individuelle et collective. Et après, il y a des vidéos qui sont vraiment plus ciblées par métier. Donc là, ça devient très très concret en fonction de si vous travaillez au risque, au marketing, à la com, etc. Donc nous, on a commencé de manière assez simple et basique par le module comprendre, et on a lancé ça un peu comme une série. Donc on a pris le prétexte de la Journée de la Terre au mois d'avril
pour faire une masterclass sur l'environnement. Et à la suite de cette masterclass, donc on a annoncé le lancement de Climate School et on a ouvert ces modules et sous forme de série, toutes les semaines, on ouvrait plusieurs modules en incitant nos collaborateurs à aller voir les vidéos. Et puis on a lancé le deuxième module Comprendre après une masterclass qu'on a faite avec Antoine. Et là, à nouveau, on a saisi l'opportunité de la COP pour faire un débrief de la COP, c'est quoi une COP, qu'est-ce qui s'y est dit, etc. Et du coup, on a annoncé le lancement de la suite des modules. Il y a un sujet que je n'ai pas abordé et qui nous a aussi permis de cascader un peu cette formation en interne. C'est qu'en parallèle, on a créé une communauté d'ambassadeurs RSE axée sur l'environnement. Donc ça s'appelle My Green Team. Et on a donné du contenu un peu en primeur à ces gens-là. Donc quand on ouvrait des modules, on les ouvrait d'abord pour nos ambassadeurs, pour leur laisser le temps de voir et puis d'avoir un petit avant-goût. Et on s'est pas mal appuyé sur eux pour relayer l'information et relayer la formation en interne. Alors, une question me brûle les lèvres, c'est comment toutes ces vidéos avec ce savoir-faire, déjà démontré de la part d'AXA Climate School, vous êtes passé d'une action de sensibilisation à une action de formation, c'est-à-dire pour qu'il y ait un engagement, pour qu'il y ait des actions. C'est quoi le dispositif au-delà du simple usage ou de la simple visualisation des vidéos? Alors, c'est un vaste sujet parce que je pense que ça ne s'arrête jamais, parce que les gens ont tous un niveau très différent, donc avant la formation. Et puis, nous, on n'a pas rendu de parcours obligatoire. Donc, les gens regardent les vidéos qu'ils veulent en fonction de leurs besoins et de leur appétence. Pour essayer d'aller justement un peu plus vers de la formation et un peu plus après de l'action, on vient de changer un peu ça. Au lieu de laisser le choix vraiment et de présenter tout le catalogue, on a finalement regroupé les vidéos dans 3 modules différents. Donc il y a vraiment un module qu'on a travaillé avec nos ambassadeurs. On leur a demandé voilà, quelles sont les vidéos qui vraiment vous ont le plus marqué, vous ont le plus apporté. Et on les a regroupées dans un module qu'on a appelé les essentiels. Et là, il y a à peu près 1 heure. Donc moi, Sigrid, My Money Group, notre objectif, c'est vraiment d'amener nos collaborateurs à tous faire 7 heures de formation sur les essentiels. À nouveau, pour l'instant, la formation n'est pas obligatoire. Elle le devient pour tous nos nouveaux entrants. Et on est encore en discussion pour voir comment est-ce qu'on va impliquer tous nos collaborateurs. Mais voilà, elle devient obligatoire pour nos nouveaux entrants sur cette heure-là. Et ensuite, on a 2 autres modules qu'on a considérés, on l'a appelé pour aller un peu plus loin, et un 3e module pour les experts. Mais on voit c'est une animation un peu du quotidien. Et alors, cette animation de la communauté, est-ce que vous avez perçu l'importance que cela peut avoir, l'impact que ça peut avoir sur justement le taux d'adhésion et sur on va dire l'après, la mise en œuvre et cette dimension? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de cette animation? Donc oui, moi j'ai 2 personnes dans l'équipe RSE et elles animent, une de ces personnes-là anime effectivement cette communauté. Donc on anime, j'allais dire de façon assez classique, on a un call mensuel, on a un groupe Teams interne dans lequel on partage régulièrement ce qu'on peut voir à l'extérieur, des articles. On échange quand on ouvre des nouveaux modules, des nouvelles vidéos. Voilà, on leur demande est-ce qu'il y a une vidéo qui vous a particulièrement intéressé, particulièrement marqué. Et puis on leur a aussi demandé comment on pouvait aller plus loin. Donc on a aussi commencé à déployer la fresque du climat, par exemple. Donc on a demandé à une partie de nos ambassadeurs est-ce que ça vous intéresse de faire une fresque et est-ce que ça vous intéresse de devenir fresqueur vous-même. Et c'est là que la complémentarité entre les 2 outils est super importante parce que pour devenir fresqueur, alors oui, je ne sais pas si vous en avez... Qui a déjà fait une fresque du climat? Bon voilà, vous connaissez, bravo. Qui est fresqueur? Bravo. Et on voit que pour être fresqueur, alors soit on est dans un groupe assez novice et c'est assez facile, soit on est dans un groupe avec des experts et laissez-moi vous dire que moi je n'ai pas du tout une formation d'ingénieur ni rien, donc je me perds assez vite dans certaines notions.
Et là où c'est intéressant d'avoir la complémentarité, c'est que ça donne aussi en fait vraiment un du fond qu'on n'a pas forcément. La fresque du climat, c'est assez court, hein, la formation. Il faut avoir fait une fresque, 3 heures. Il faut avoir fait la formation, 3 heures. Bon, bah, moi, souvent, ce que je fais, c'est qu'avant d'animer une fresque, je retourne sur My Climate School et je regarde certaines vidéos en particulier pour récupérer de l'information. Mais c'est sûr que c'est une animation du quotidien et nos ambassadeurs jouent un énorme rôle dans la cascade. Donc on a fait, nous ça fait une année, mais on a encore plein de choses devant nous à faire. Je rebondis en 2 secondes parce que, et sur la question des compétences et sur la question de l'engagement. Sur ces aspects de culture scientifique dans une boîte, c'est vrai que les gens se lèvent pas le matin en disant cool, j'ai envie de comprendre comment marche le climat. Il y a un sujet de le rendre sexy. Vous allez devoir y passer un peu de temps, vous allez devoir les animer, vous allez devoir expliquer. Sur la seconde partie, qui est vraiment le choc de compétences qui est en train de se jouer, là, il y a une question d'employabilité. Là, il y a une question de faire sentir l'urgence aux gens, mais l'animation de la communauté peut presque être un peu secondaire. Ce que je veux dire, c'est que si vous allez voir les gens à la direction financière dans votre boîte et que vous leur dites taxonomie européenne, il est probable qu'ils frissonnent un peu. Si vous allez voir des gens à la direction juridique, ils font face à des nouveaux risques qui sont des risques de réputation et des risques pour le coup extrêmement juridiques qui sont très importants. Si vous allez voir des marketeurs dans votre boîte et qui sont pas en train de se poser la question de est-ce qu'on greenwash ou est-ce qu'on greenwash pas quand on communique, ils se posent probablement pas la bonne question. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un côté aujourd'hui de est-ce que ma boîte peut continuer à exister, est-ce que mes collaborateurs continuent à être employables. On est au tout début de cette transformation-là, hein. Mais on peut aussi jouer un peu sur cette urgence qui est la redéfinition du scope de mon métier à l'aune de la transfo green. Et on l'a vu sur le digital. Pour le coup, les gens qui n'ont pas pris un virage digital de leur métier, ils sont aussi sortis de route. Donc je pense qu'il y a un truc à jouer comme ça sur articuler cette urgence qui est souvent très claire dans la tête du directeur ou de la directrice RSE, qu'il est peut-être un petit peu moins dans les directions de formation aujourd'hui. Alors, moi, je vais avoir une question qui est une mise en abîme dans l'ingénierie pédagogique de cette dimension d'impact environnemental, dans le choix des médias, dans le process même de conception et de production des ressources qui vont aller au service du message qu'on va faire passer. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui commence aussi à vous interpeller ? Bien sûr. Alors, il y a 2 grands sujets, hein. Nous, on fabrique des vidéos et on les diffuse. Donc, il y a combien ça coûte en carbone de les tourner et puis il y a combien ça coûte de les diffuser. Sur le tournage, pour vous donner, on bosse avec des boîtes de prod qui aiment bien ces sujets-là, donc ils l'ont fait. Il y a un label de production qui s'appelle EcoProd. Pour vous donner une idée, ce qui est un peu flippant, c'est que produire un 52 minutes à la télé, donc un reportage que vous voyez le soir en prime time, c'est à peu près 1 tonne de CO2. Et je vous parle d'un reportage en France, hein, qui va pas au bout du monde. Et sur ce 1 tonne de CO2, vous avez 1/3 de nourriture, 1/3 de déplacement et 1/3 de matos et énergie. Alors nous, c'est différent, on tourne en studio, on prend plutôt des gens en Zoom quand on doit faire intervenir des gens à distance. Sur la production, on n'est pas trop... voilà, on fait attention. L'autre gros sujet, et ça je vous déconseille de mettre le doigt dedans, ça va vous faire quelques nuits blanches, c'est l'empreinte IT du numérique. Il y a Benoît de la porte de On Train, si vous voulez lui en parler, qui dit bonjour au loin. C'est un de ces sujets, c'est-à-dire empreinte carbone de quand je diffuse mes cours dans un LMS. C'est l'enfer de mesurer l'empreinte du numérique. La fameuse empreinte d'un email où on vous dit que c'est l'équivalent de X kilomètres en bagnole. C'est vrai et c'est pas vrai, ça dépend de plein de choses. Vous envoyez pas cet email, vous allez... De fait, l'IT, ça marche pas vraiment comme ça. Il y a une grosse partie d'infrastructure qui, elle, est déjà là. Enfin bref. Donc, là-dessus, en 2 mots, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'arrêter de tout regarder en 4K de la mort qui tue alors qu'on a des écrans pourris. Donc, il y a 2-3 trucs à faire qui sont bien. Fondamentalement, si vous voulez repartir avec un usage personnel sur votre empreinte carbone sur le numérique, il y a un truc à faire qui est pas très compliqué. Gardez votre téléphone 1 an de plus. Il est probable que vous puissiez. Et ça sera déjà beaucoup mieux que tout ce que vous aurez économisé de mails pas envoyés ou de Netflix pas regardés. Peut-être pour ajouter par rapport à ce que tu dis, Antoine, il y a aussi un... Finalement, moi, je suis assez contente quand on se fait challenger. Ça veut dire que les gens se sont posé la question. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un réflexe. Il y a un réflexe quand même qui commence à se faire, qui est OK. Est-ce que si je fais ça, c'est mieux que si je fais ça? Donc, c'est ce que tu dis, c'est un casse-tête sans nom sur plein de sujets, mais au moins les gens prennent l'habitude de se poser la question. Et rien qu'en se posant la question, parfois, on enlève des pistes qui ne seraient pas très bonnes pour le climat. Ça remarche? Il n'y a plus de piles non plus. Alors, le rôle de et parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous,
la place de AXA Climate School n'est pas très claire. Donc, ça serait intéressant de nous parler de comment vous intervenez en interne, mais pas que en interne, justement. Alors surtout pas qu'en interne, c'est un des points. En 2 mots, AXA Climate, c'est une petite entité d'AXA et le mandat qu'on a, c'est d'essayer de créer des produits et des services pour d'autres boîtes qui visent à accélérer la transition des boîtes. On a le droit de créer à peu près tout ce qu'on veut, ou en tout cas d'en parler, du moment que ça aide les boîtes à aller plus vite dans leur transition. Les premiers métiers, ça a été des métiers extrêmement historiques d'AXA, de l'assurance contre le changement climatique, du conseil en adaptation au changement climatique. Et à un moment, la prise de conscience a eu lieu que un des facteurs limitants de la transformation dans les boîtes, c'est que, disons-le clairement entre nous, les gens ne comprennent rien. C'est un sujet extrêmement complexe, qui est l'objet par ailleurs d'un certain nombre de fake news, qui est traité dans les médias, qui est traité au sein de son entreprise, mais de manière très informelle. Et donc, si à un moment, vous êtes une boîte qui comprend qu'elle va devoir changer les choses et que vous avez quelques milliers de collaborateurs à faire bouger, si vous ne leur avez pas expliqué ce qui est en train de se jouer, vous n'y arriverez pas. Et donc, ça a été ça un peu la réflexion. À l'origine, pour tout te dire, on faisait des petites formations par des climatologues auprès des dirigeants des grandes boîtes, gratuitement pour mettre le sujet sur la table. Donc c'était le changement climatique expliqué en 20 minutes. On venait devant un codir et à la fin on disait vous avez vu, c'est super, hein, vous devriez acheter un peu de conseil ou un peu d'assurance. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une telle énergie sur ces formations-là et des gens dans des boîtes qui disaient super, mais moi j'ai besoin de le raconter, j'ai besoin que tu m'aides à prendre la parole dessus, qu'on a décidé de faire ça. Et du coup, c'est vrai que c'est très inattendu pour une boîte comme AXA. C'est notamment la raison pour laquelle c'est en marque blanche quand c'est diffusé chez nos clients. Parce que je ne vais pas aller expliquer à tous les collaborateurs de CMA-CGM, de Schneider Electric, d'Unilever ou de Heineken pourquoi AXA fait ça. On n'y parle pas de risque, on n'y parle pas d'assurance. C'est vraiment très, très, très éloigné, entre guillemets, du cœur de métier. Mais on pense que c'est utile. On a regardé ce qui existait sur le marché. À cette époque-là, ça n'existait pas. Et donc, on s'est dit qu'on allait le faire. Et alors, pour My Money Group, mesure d'impact de ce qui a été mis en place, ça fait combien de temps que ça a été lancé? Où est-ce que vous en êtes? Et est-ce que ça prend? Donc on a ouvert les premiers modules en avril 2022, donc voilà, ça fait un peu moins d'1 an. On a aujourd'hui à peu près 320, donc on est 900 collaborateurs. On est à peu près 320 collaborateurs à aller sur la plateforme. Et il y a quand même une 60aine de personnes qui ont fait tous les modules. Donc il y a des gens qui bossent au risque, ils ont fait tous les modules, y compris qu'est-ce que ça veut dire pour le market, qu'est-ce que ça veut dire pour la com, etc. Donc on se rend compte qu'il y a aussi vraiment des gens qui sont vraiment passionnés par ce sujet, mais aussi des gens qui ne connaissaient rien au sujet et qui se sont pris au jeu de My Climate School. On a l'exemple d'une collaboratrice, donc nous on est présents en métropole et dans les DOM, et on a une collaboratrice à La Réunion qui ne s'était jamais intéressée au sujet. Et qui s'est dit tiens, c'est intéressant, je vais regarder. Et donc elle a tout fait. Ça a été la première à faire tous les modules, et à chaque fois qu'elle finissait, elle disait bon, quand est-ce qu'ils arrivent les prochains? Et elle est au comité de direction de notre entité de La Réunion, et elle a convaincu le patron et tout le CODIR de faire la formation. Donc ils ont tous fait la formation, au moins les essentiels, et ils cascadent la formation. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur le volume, j'ai envie de dire, parce qu'on a encore 300 sur 900, 50 qui ont tout fait. Il y a encore de quoi animer pour impliquer encore plus de gens. En revanche, on voit que c'est qualitatif et que ça permet de répondre à des vrais besoins des gens. Et en plus, souvenez-vous de mon histoire d'ambassadeur. En fait, il y a des gens qu'on est allé chercher, qu'on ne connaissait pas, et qu'on a vu dans le top 10, le top 20 des utilisateurs. Donc, en fait, on est allé les chercher. On leur a dit, dis donc, félicitations, j'ai vu que tu as fait tous les modules. Est-ce que c'était un sujet qui t'intéresse? Est-ce que tu veux devenir ambassadeur, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a constitué notre pôle d'ambassadeurs, où on a quasiment maintenant une 50aine de personnes. Alors, ce n'est pas les 50 personnes qui ont tout fait, mais il y a pas mal de recoupements. Il y a une force et une faiblesse du sujet de l'environnement qu'il faut prendre en compte. Sa force, c'est que c'est un sujet de dîner de famille. Qu'on le voit dans les médias, qu'on en parle, qu'il y a des gens qui se font un peu pousser au col par leurs enfants, leurs amis. Et donc ça, c'est puissant, et il faut essayer d'utiliser ça dans les boîtes en termes d'engagement par rapport à une formation compliance ou cybersécurité où on peut pas tout à fait dire, en tout cas je l'espère, qu'on en parle le soir avec sa famille. La faiblesse, en revanche, c'est que c'est un sujet de fond qui touche à l'habitabilité de la planète, qui touche à ce qu'on va laisser aux générations après nous, qui va toucher un certain nombre de sujets comme des migrations climatiques, et qui va aussi toucher dans le dur à ce qu'on va devoir arrêter de faire.
On s'est habitué à voyager à l'autre bout du monde d'un claquement de doigts. Il y a des choses qu'on ne fera plus. Et c'est dur d'accepter une espèce de privation de sa liberté individuelle, de faire moins. On est un peu dopé au faire plus, aller plus loin, faire plus vite. Et donc ça, faut le prendre en compte quand on travaille, quand on déploie ce genre de formation dans les boîtes. Il y en a dont la réponse à cet inconfort va être de tout faire et d'essayer de comprendre et d'essayer de savoir. Il y en a qui vont être en rejet aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir une posture humble. Tous ceux qui ont fait des fresques, il y en avait pas mal quand vous avez levé la main, savent qu'il y a un après-fresque qui pour certains est dur, qui est de l'ordre de la décompensation, quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Et c'est pour ça que la fresque est un atelier hyper fort, parce qu'il est synchrone, on est ensemble, on peut en discuter, on peut dire « et toi, comment t'as réagi ?» Mais donc, voilà, c'est un sujet à manipuler, je dirais, avec un peu de précaution. Il a une puissance, il a une énergie vitale qu'on voit pas toujours sur les sujets de formation, mais avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, et il faut faire attention aux effets sur les gens. Et l'éco-anxiété est un vrai truc qui est en train de prendre dans les boîtes et qu'il va falloir traiter comme on a pu avoir à traiter le burn-out dans les années précédentes. Alors, ce qui me touche, c'est qu'on est dans le salon Learning Technology et tu fais référence à la fresque du climat qui se passe avec du papier, des images et les choses, le matériel le plus simple. Ce que je vois au travers de ça et qui me semble tout à fait remarquable, c'est la complémentarité. L'hybridation on n'est plus dans un moment où le fantasme du digital allait remplacer le présentiel, allait remplacer l'humain, allait remplacer tout ce qui faisait de l'ordre de la formation traditionnelle. On voit bien que même dans une entreprise, et dans les entreprises, dans les COMEX, dans les gouvernements, auprès de l'ensemble des structures, cette complémentarité entre un média vidéo avec toute la puissance du digital et l'humain qui va animer la fresque et le média sont des éléments absolument complémentaires et qui en aucun cas s'opposent. Il y a non seulement ça, mais il y a la question de comment tu traites ton média. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Learning Tech, donc j'ai un peu déambulé. Et je crois que je n'ai jamais entendu en aussi peu de temps les mots NFT, métaverse, machine learning, intelligence artificielle. Et mea culpa parce que j'ai peut-être dû y contribuer dans les années précédentes dans ma vie d'avant. Je trouve que c'est un appel à une espèce d'humilité. C'est-à-dire que même dans le digital, en vrai, on n'a rien inventé. On essaye de faire des vidéos sympas. Enfin, je veux dire, mon métier, c'est de faire C'est pas sorcier pour entreprise. Donc, je prends des gens qui savent manipuler une caméra, j'essaye de prendre des bons journalistes, j'essaye de me demander si on met de l'humour ou pas, que peut-être il faut pas faire des vidéos de 42 minutes. Et that's it, quoi. Et je pose des bonnes questions à la fin, peut-être. En tout cas, j'essaye, mais on essaye d'être prudent, voilà, dans cette inflation qu'il y a eu sur le comment tu délivres du digital, qui, d'une part, tu as raison, nous a éloigné de l'humain, mais qui, même au sein du digital, a mis de la complexité sur de la complexité, sur un sujet où, soyons humbles aussi, si on avait compris comment les gens apprennent, bah, on n'en serait pas là, quoi. Et puis, l'école, ça marcherait différemment. Enfin, l'école, c'est l'école depuis que le monde est monde. Bah ouais, parfois, il y a des groupes de 30, il y en a qui rament, il y en a qui comprennent plus vite. Donc, je trouve qu'il y a aussi un appel à l'humilité en essayons. Il y a des trucs qui marcheront avec des gens, il y en a qui marcheront moins bien. Et juste faisons du mieux qu'on peut pour que ça circule et donc nous on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice avec des petites vidéos et puis il y a des gens qui apportent une énorme pierre à l'édifice aussi en animant des fresques et en faisant plein d'autres choses. Il nous reste 5 minutes. Des questions, j'imagine il y en a plein, forcément. On a encore trop parlé. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai 2 questions en fait. Pour Isabelle, vous m'entendez pas ? Donc question pour Isabelle, au-delà de la sensibilisation, est-ce que vous êtes posé la question au moment du lancement sur les compétences que vous voulez développer et je parle des compétences transverses, pas forcément par métier comme prévoit le module Agir. Et question plutôt pour Antoine, quelle solution pour les blue collars ? Je passe avant toi en 2 secondes. Très compliqué, Blue Collar. Là, pour le coup, la modalité de diffusion est importante. On rend nos cours disponibles via des applications, via tout ça. On essaye, mais très très dur. C'est probablement les gens sur lesquels la difficulté entre la fin du monde et la fin du mois est la plus visible. Donc, c'est pour le coup des gens chez qui il y a une sensibilité forte du sujet. On parlait avec les équipes d'un grand constructeur automobile avec lequel on travaille. Le sujet du véhicule électrique, quand vous êtes un ouvrier sur les chaînes de production pour les voitures, il est dur. Il est littéralement dans le dur, c'est-à-dire qu'on va interroger votre métier. Donc très dur, on commence à réunir nos clients. Là, on lance un groupe de travail avec Michelin, Schneider, Stellantis en disant comment on fait quoi. C'est quoi les moments de vie de vos collaborateurs dans lesquels on peut se glisser. Il y a les briefings, vous savez, en début de est-ce que là, c'est pas l'occasion de passer 2-3 messages, mais beaucoup plus simple. Donc on essaye, j'ai pas du tout de réponse magique. Et sur les compétences, alors c'est un gros sujet plus RH d'ailleurs que comme RSE, mais je pense qu'il y a un peu 2 choses. Il y a
les gens qui lèvent la main et qui ont envie de s'intéresser au sujet, et quel que soit leur métier d'origine. Donc, soit c'est pour aller dans une équipe RSE, soit c'est pour intégrer la RSE dans leur propre métier. Et on voit que ça fonctionne assez bien. Et puis ensuite, il y a vraiment, j'allais dire plus le top-down, de dire, bon, toi, tu es au risque. Il faut que dans l'équipe risque, on ait cette compétence et il faut former de manière plus spécifique et encore plus profondément la personne. Mais je pense qu'il y a les deux approches et il faut surtout pas négliger la première. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui n'a pas d'expertise RSE, mais qui est très intéressé au sujet. Et nous, on a une personne chez nous qui est arrivée dans l'équipe qui était à l'audit avant. Mais il est incollable sur plein de sujets. Et on l'a découvert au moment où on a initié ces discussions. En 2 secondes, 2 compétences transverses qui sont, je pense, importantes. Capacité à vivre dans l'incertitude. On rentre dans un truc où, en fait, la vérité, même scientifiquement d'ailleurs, la vérité d'aujourd'hui est vite remise en cause. Et il y a un deuxième truc qui est capacité à parler ou à écouter des scientifiques, qui sont des gens qui finalement parlent de manière assez longue, de manière parfois un peu alambiquée. Le monde de l'entreprise s'est éloigné de la science, beaucoup. On a appelé ça de la science managériale, mais c'est quand même encore un autre monde. Il y a un moment où il faut qu'on relance le discours avec des scientifiques dans le dur, qu'on les écoute, qu'on prenne le temps de les écouter, et c'est important. Et je pense que c'est voilà. Et si vous voulez regarder les compétences, il y a un super rapport de Microsoft et du BCG qui s'appelle, je sais plus quoi, The Green Skills Gap, probablement, ou Closing, et qui est vachement bien et qui détaille sur un certain nombre de métiers quelles compétences et quelles compétences réutilisables de métiers d'avant dans ce que tu décrivais. Comment je mets des gens de l'audit et du contrôle interne et que je les fais intégrer des équipes RSE. Allez, une dernière question. On a encore 2 minutes. Oui, merci beaucoup pour cette initiative. C'est vraiment top. Concrètement, ça se traduit comment au sein de votre structure, justement parce qu'on a parlé des actions, mais j'ai peut-être loupé un truc. Là, on parle des personnes donc qui sont sensibilisées, qui rentrent dans la question et qui sont sûrement aussi proposent des choses. Mais au niveau des actions concrètes de l'entreprise. Je te fais un micro-truc et je te passe la main. Longtemps, quand on disait aux gens, et vous maintenant vous faites quoi? Ils répondaient, je viens au travail en vélo et j'ai arrêté les bouteilles en plastique. C'était vachement bien, mais c'était un pouillème par rapport à ce qu'on devait faire. On croit qu'on est dans un moment où de plus en plus maintenant on dit aux gens, et vous maintenant vous faites quoi? Alors dans leur vie personnelle, ils répètent un peu pareil, et dans leur vie professionnelle, parfois on voit un peu de vide dans leurs yeux, si on est tout à fait honnête. Parce que la réalité, c'est que à l'échelle d'une boîte, d'une grande boîte, décider de faire la bascule dans la proportion dont on parle, c'est existentiel. Ça va être une histoire d'hommes, de femmes, ça va être une histoire de dirigeants, ça va être une histoire d'est-ce que c'est accepté par les marchés. Donc je crois qu'on est dans ce moment intermédiaire où les gens disent, je sais pas, je serai prêt quand la boîte aura décidé de le faire. Peut-être que j'aurai compris que je dois marketer mon produit différemment, que je dois avoir des relations avec mes acheteurs qui sont pas les mêmes. Mais il n'y a pas de 0 ou 1 dans les métiers tant qu'il n'y a pas un 0 ou 1 à l'échelle de la boîte. Donc c'est très dur de répondre à cette question. Mais déjà, on a un peu déconstruit l'idée qu'on faisait assez avec la stratégie des petits pas et on est, nous, assez fiers de ça. Et pour compléter, moi je crois que c'est un peu le prérequis à distiller une stratégie RSE dans la boîte. C'est-à-dire que les gens, ça les aide à comprendre pourquoi on fait un plan de sobriété énergétique, pourquoi on va se cailler dans les bureaux, mais parce qu'il faut faire un effort collectif. Pourquoi on va changer la politique des véhicules de fonction, pourquoi on va changer la politique des déplacements. Bah oui, Paris-Brest c'est chiant en train, mais on va y arriver quoi. Et je pense que ça aide à changer les comportements à partir du moment où les gens comprennent la raison. Après, c'est ce que tu dis, c'est quand même encore un sujet qui est clivant. Donc il faut essayer de pas être dans le coercitif tout en essayant d'imposer, sinon les choses ne se font pas. Donc il faut trouver le bon équilibre. Mais moi je trouve que voilà, ça a cette vertu que quand ensuite on va dans les équipes et qu'on leur dit il faut qu'on travaille sur ce sujet, ils comprennent pourquoi. Faut pas oublier le core business, hein. Il y a des produits que normalement, il y a des mecs à qui on va demander de plus accorder des prêts parce que c'est des business qui vont à un moment être dangereux pour la boîte. Et là, on touche au cœur du business, quoi. Il y a des boîtes qui ont des politiques d'exclusion. Et si on n'a pas expliqué aux gens pourquoi c'est échangé, si du jour au lendemain on leur dit désolé, tu fais plus ce prêt et ta prime est calculée sur ce prêt, autant vous dire que ça grogne, quoi. Donc il y a un sujet de préparation au changement qui est un peu un travail de temps long et où malheureusement du coup la réponse des actions est dure à avoir. Merci beaucoup Isabelle et Antoine, je pense qu'ils méritent vos applaudissements. Un sujet qui se devait d'être abordé pour la première fois et sans doute pas pour la dernière.